Et on va passer à notre deuxième présentatrice de la soirée, qui est Isabelle. Donc Isabelle, elle a 2 baccalauréats. Elle est mère de 4 enfants et également accompagnatrice de naissance. Elle réalise actuellement son doctorat en psychologie clinique à l'Université de Sherbrooke et son intérêt de recherche porte principalement sur l'arrivée du premier enfant. Donc Isabelle, je te laisse la parole et bonne présentation. Bonjour tout le monde. Pour commencer, j'aimerais que vous vous imaginiez. Alors, vous êtes là avec la personne de vos rêves depuis quelque temps déjà. La vie est belle. Vous avez des projets pour l'avenir. Vous avez déjà des petites anecdotes sur votre vie de couple et vous vous sentez prêt à passer à une nouvelle étape. Chérie, on pourrait faire un bébé. Oh my God! Mais c'est tellement une bonne idée. Ce que vous ne vous doutez pas encore, c'est que vous vous apprêtez à vivre une des transitions de la vie de couple les plus importantes, qui est remplie de défis, puis que la clé de l'adaptation positive à ce passage-là pourrait être de vivre une vie plus intime émotionnellement. Dans les faits, la transition à la parentalité, c'est-à-dire le fait d'accueillir un premier enfant, c'est un événement qui est heureux et qui apporte beaucoup de joie, mais c'est aussi un défi d'adaptation pour beaucoup de couples. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des changements puis de l'adaptation au niveau physique et psychologique. Il y a l'acquisition de nouveaux rôles et responsabilités. Il y a plus de tâches, il y a moins de temps pour soi puis le couple, moins de sommeil, des changements aussi au niveau de la sexualité. Ce qu'on voit pour une majorité de couples, c'est une diminution de leur satisfaction conjugale, puis une augmentation des conflits, parce qu'il y a tellement d'occasions d'avoir des conflits avec tout ce nouveau contexte-là de nouveautés puis d'apprentissage. C'est normal aussi en même temps d'avoir des conflits. Une bonne vie de couple, ce n'est pas une vie qui n'a pas de conflits. Avoir des conflits, ça permet de remettre les pendules à l'heure puis de se donner une nouvelle direction. Le problème, c'est donc pas dans le fait d'avoir des conflits, mais plutôt que les conflits soient persistants, donc on tourne en rond. Puis, c'est aussi dans la façon de gérer les conflits. Donc, quand on parle de la gestion des conflits, dans la façon de se chicaner finalement, on voit que le style de gestion des conflits peut être différent entre les partenaires, mais aussi que certains partenaires peuvent adopter des stratégies de gestion des conflits qui peuvent être plus délétères, c'est-à-dire qu'ils peuvent fragiliser le couple puis les mettre plus à risque de séparation. Donc, quelles sont-elles, ces façons de gérer les conflits? Bien, il y a un chercheur du nom de Kurdec qui a proposé 4 façons de gérer les conflits basées sur des recherches antérieures sur le couple. D'abord, il y a l'engagement dans les conflits qui est davantage des attaques personnelles, là, des t'es un ci, t'es un ça. Ensuite de ça, il y a le retrait qui est le fait de se retirer finalement de la situation. Par exemple, il y a une chicane qui commence, puis ah, moi, je suis plus capable, je m'en vais. Ensuite de ça, on a la conformité, qui est le fait de ne pas se défendre. Donc, tu me lances plein de choses à la face, puis oui, c'est correct, tu as raison. Et finalement, il y a la résolution de problèmes positifs, où là, les personnes vont être davantage axées sur la situation, la collaboration. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à cette situation-là? Comment est-ce qu'on peut l'aborder différemment? Donc, on peut remarquer que tous les styles de gestion des conflits sont plutôt négatifs, sauf une stratégie qui est la résolution de problèmes positifs. Quand on regarde les facteurs qui sont associés à la satisfaction conjugale et à la gestion des conflits, il y en a un qui est particulièrement important, qui est l'attachement. Donc, l'attachement. On a tous entendu parler à un moment ou à un autre de l'attachement, mais qu'est-ce que c'est finalement? Bon. L'attachement, c'est une représentation de soi comme étant digne d'être aimé ou non, puis une représentation des autres comme étant digne de confiance ou non, qui va se construire dans l'enfance, dans les premières interactions avec les prodigueurs de soins, qui souvent sont les parents. Et ça va se construire aussi dans la réponse qui est donnée par les parents quand il y a perception d'une menace, d'un danger, quand l'enfant a besoin d'être rassuré finalement. Ces perceptions-là, ils vont se transposer à l'âge adulte dans les relations avec les autres et particulièrement dans les relations amoureuses. Donc, comment ça marche? Comment ça se construit? Bien, si les parents offrent des soins qui sont généralement adéquats puis constants, ils vont rassurer l'enfant quand il a peur, quand il est triste, ils lui donnent ce dont il a besoin au niveau matériel puis surtout affectif, bien, l'enfant va développer une sécurité d'attachement. Par contre, si les parents offrent des soins qui sont inadéquats, par exemple, ils vont rire ou pousser l'enfant, repousser l'enfant quand il a peur ou qu'il se sent triste, ou si les soins sont inconstants, des fois ils sont doux puis attentifs, d'autres fois ils sont rejetants puis blâmants, mais là, l'enfant il a probablement plus de chances
de développer des insécurités d'attachement. Ce que les recherches nous disent, c'est que les insécurités d'attachement, c'est lié à des moins bonnes stratégies de gestion des conflits. Il va y avoir plus d'attaques, tu n'es pas là quand j'en ai besoin, plus de retrait aussi, comme par exemple, si tu es pour me parler de même, moi je m'en vais, ou bien encore, moi je ne parle pas vraiment de ça, mes émotions, des choses comme ça. Les insécurités d'attachement, c'est aussi lié à plus d'insatisfaction conjugale, ce qui n'est pas vraiment surprenant non plus, parce que si on ne règle pas les conflits ou qu'on passe son temps à s'insulter, c'est sûr que à la longue, ce n'est pas super bon pour la satisfaction conjugale. Donc, la façon qu'on peut se poser, c'est dans le contexte de l'arrivée d'un premier enfant. Là où est-ce qu'il y a plein de nouveautés, plein de menaces possibles, comme par exemple, on a un nouveau rôle, on a peur d'être incompétent, on s'occupe d'un enfant qui pleure, puis on ne sait pas vraiment comment répondre à ses besoins, on se sent maladroit ou dépassé, on manque de sommeil, ce qui n'est pas super bon pour la patiente, ça non plus. Mais dans un contexte comme celui-là, il y a un facteur qui permettrait de réduire l'effet négatif des insécurités d'attachement puis des conflits sur la satisfaction conjugale. Bref, est-ce qu'on a quelque chose qui permettrait de protéger la satisfaction des couples dans ce contexte-là de défi pour le couple? J'ai la réponse pour vous. Et on peut faire un roulement de tambour. Ah, l'intimité. Donc, moi, je me suis intéressée au rôle de l'intimité dans le contexte particulier de la transition à la parentalité. Là, quand je parle d'intimité, je ne fais pas référence à l'intimité sexuelle, mais bien à l'intimité davantage émotionnelle. Le fameux là, parle-moi de tes émotions. Donc, on est davantage dans le dévoilement de soi émotionnel, dans le fait de se sentir proche de son partenaire, de se sentir validé, compris par l'autre, en confiance, puis aussi, on est dans la réciprocité. Donc, je suis là pour toi, tu es là pour moi. Ce qu'on voit, c'est que l'intimité émotionnelle, c'est lié à une meilleure satisfaction conjugale. Ça permet aussi, après un conflit de couple, de retrouver plus rapidement des émotions positives puis de réduire les émotions négatives. Dans le contexte périnatal, donc lors de l'arrivée d'un enfant, il y aurait un rôle protecteur de l'intimité dans les liens entre la satisfaction sexuelle puis la satisfaction conjugale. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque les parents ne sont pas satisfaits sexuellement, mais qui vivent beaucoup d'intimité, bien, ils sont quand même satisfaits au niveau de leur couple. Ça nous amène à notre question générale pour l'étude que je vous présente aujourd'hui, qui est la suivante. Est-ce que les insécurités d'attachement peuvent prédire le style de gestion des conflits des partenaires, donc la façon de se chicaner? Puis, est-ce que ça peut prédire aussi leur satisfaction conjugale? Et est-ce que l'intimité peut avoir un effet protecteur sur la satisfaction conjugale des couples? Donc, pour répondre à ces questions-là, on a recruté une centaine de couples hétérosexuels qui en étaient au deuxième trimestre d'une première grossesse pour les deux partenaires. Les couples étaient âgés entre 18 à 41 ans et ils cohabitaient ensemble. Puis, ils ont rempli des questionnaires en ligne sur l'attachement, le style de gestion des conflits, l'intimité et la satisfaction conjugale. Quand on regarde les résultats, on voit que parmi les styles de gestion des conflits, il y en a deux qui ressortent vraiment, qui sont plus significatifs, soit l'engagement dans les conflits et le retrait des conflits. Donc, ce qui ressort, c'est que les insécurités d'attachement, ils sont liés à l'utilisation de stratégies de résolution de conflits plus négatives. On voit aussi que les insécurités d'attachement, c'est lié à une plus faible satisfaction conjugale. Donc, plus j'ai d'insécurité d'attachement, plus ma satisfaction est faible. Donc, quand on s'engage dans les conflits, quand on regarde la stratégie d'engagement dans les conflits, ce qu'on voit, c'est que quand on s'engage dans les conflits, bien, il y a une plus faible satisfaction conjugale. La femme, par contre, quand elle rapporte vivre de l'intimité avec son partenaire, sa satisfaction est meilleure. Donc, l'intimité vient protéger la satisfaction de la femme à ce niveau-là. Ensuite de ça, quand on regarde au niveau de l'utilisation de la stratégie du retrait des conflits, ce qu'on voit, c'est que la femme, quand elle rapporte vivre peu d'intimité, elle a une faible satisfaction. Par contre, quand elle rapporte vivre beaucoup d'intimité avec son partenaire, elle est plus satisfaite de sa relation amoureuse. Donc, encore une fois, l'intimité vient protéger la satisfaction de la femme. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'intimité, ça apporte bel et bien un effet protecteur pour le couple, en tout cas, du moins pour la femme. Et ça, malgré les stratégies de gestion des conflits qui peuvent être parfois plus négatives. Tout ça, c'est pas qu'il faut continuer à se disputer n'importe comment avec son partenaire. Ça veut plutôt dire que le couple gagne à avoir des moments d'intimité. Puis, comment on favorise l'intimité? Bien, évidemment, en se gardant du temps pour le couple.
En faisant aussi des activités qui vont favoriser un partage ensemble. Comme par exemple la télé, ben, même si c'est très, très relaxant, c'est peut-être pas le meilleur choix pour favoriser l'intimité. Euh, je le rappelle, l'intimité ici, ça fait référence au fait de partager à l'autre ce qu'on pense et surtout ce qu'on ressent. Il faut donc faire des activités qui favorisent ça. Dans le contexte hyper chargé de la transition à la parentalité, puis en temps de pandémie en plus, où les gens sont moins disposés à garder un jeune bébé, ce n'est pas nécessairement évident de trouver ce temps-là. Il faut donc peut-être réviser ses attentes de ce côté-là. Puis, au lieu de passer un week-end en amoureux, pendant la grossesse, ça peut être un bon moment de passer un week-end en amoureux. Mais après la grossesse, plutôt que de passer un week-end en amoureux, ben, des fois, ça peut être juste de passer un 10-15 minutes par jour à se raconter sa journée puis à faire des blagues ensemble qui va faire la différence. Le but, c'est vraiment que ce moment-là soit agréable ou du moins authentique. Parce que des fois, ça va pas bien. Puis on a besoin de pouvoir s'ouvrir au partenaire, de pouvoir discuter avec l'autre. Donc, le fait, c'est vraiment de sentir l'accueil de l'autre dans ce qu'on partage, puis c'est ça, puis d'avoir une réciprocité. Donc, si on revient avec notre couple du début, qui était vous finalement, que je vous mettais en situation, donc si on se remet là-dedans, puis on se projette quelques mois plus tard, une fois que bébé est là, alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme dialogue entre les partenaires? On pourrait avoir quelqu'un qui dit « Ah, hey, chérie, maintenant que bébé est là, c'est vraiment une autre game, hein? » Oui, mais tu as raison. Mais tu sais quoi? Je ne reviendrai jamais je reviendrai jamais en arrière. Heureusement qu'on a un peu de temps ici là pour prendre des marches, coucouner ensemble puis rire ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. C'était super intéressant. Donc, on va passer aux questions. Est-ce qu'on aurait des questions de l'audience? Encore une fois, vous pouvez soit lever la main, je vais vous donner la parole, ou écrire votre question dans le chat. Donc, je peux peut-être commencer. En fait, je me demandais, est-ce que tu crois que les résultats de ton étude seraient les mêmes pour des couples qui sont homosexuels comparément aux couples hétérosexuels, étant donné que ton échantillon était... C'est une super bonne question. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette étude-là, elle a été faite, puis c'est des résultats préliminaires. Puis en fait, c'est qu'on n'avait pas terminé le recrutement. Donc là, dans notre échantillon, on est allé chercher des couples de la diversité sexuelle. Et puis, mais là, je n'ai pas encore les résultats, mais ça s'en vient, là, c'est incessant. Là. Mais oui, ça se pourrait qu'on ait des résultats différents. Il y a quelque chose de l'ordre de la sensibilité aussi. Puis c'est intéressant parce que j'ai une collègue dans mon laboratoire de recherche qui, elle, travaille davantage au niveau du soutien dans le couple. Et puis, ce qui ressort, c'est que les hommes, c'est plus le soutien, eux autres, qui sont satisfaits. Ce qui est quand même très intéressant. Puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai travaillé en maison de naissance. J'ai fait un stage à la maison de naissance. Et puis, les sages-femmes, je leur ai présenté les résultats de mon étude. Et puis, il disait hey, les filles, ils ont besoin de parler, puis les gars, ils ont besoin d'être dans l'action, puis d'être dans le soutien, puis tout le kit. On n'est pas bien surprise, là, nous autres. Tu aurais pu venir nous voir, puis on l'aurait su. On te l'aurait dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est documenté. Et ça se peut qu'effectivement, dans les couples de la diversité, on puisse avoir des résultats différents. Puis je vais bientôt le découvrir. Merci. On va passer à une question qui est dans le chat. Donc, on a Gabriel qui demande « Auriez-vous des trucs pour favoriser l'intimité dans un couple avec quelqu'un qui exprime peu ses sentiments verbalement, mais plus par ses gestes? » Bien, comme ça, vite, à chaud, j'ai pas des trucs comme ça. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'important, c'est qu'à l'intérieur du couple, ce soit su. C'est que si c'est correct dans le couple, que c'est convenu qu'il y en a un qui a plus de difficultés à exprimer ses sentiments, mais que ça passe par des gestes, bien, l'autre, le partenaire, va le percevoir, puis il va voir, ah, il est en train de me communiquer quelque chose présentement. Fait qu'il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas juste le fait de dévoiler ses émotions, mais à l'intérieur du couple, comment vous fonctionnez, c'est quoi la dynamique qui est installée, puis est-ce que c'est clair que les sentiments d'une personne vont plus passer par les gestes? Et c'est sûr que ça va davantage favoriser l'intimité, puis l'autre va recevoir le message, puis il va le savoir. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, j'espère que oui.
Merci. On a également André qui demande, est-ce que vous avez mesuré le type d'attachement des participants et si oui, de quelle manière? Ça, c'est une question que je suis très heureuse d'avoir. Dans la conceptualisation de l'attachement, il y en a qui vont conceptualiser ça en style d'attachement. Il y en a qui vont conceptualiser ça en dimensions. Là, on a deux dimensions. On a soit l'anxiété d'abandon ou l'évitement de l'intimité. Et puis, nous, on est allé davantage dans ça. Pourquoi on a choisi ça? C'est que quand on est dans les styles d'attachement, c'est comme des catégories fermées. On n'est pas capable de voir si la personne elle a un petit peu de ce style-là ou beaucoup de ce style-là. Nous, on est allé davantage avec les dimensions parce qu'on est capable de voir le degré d'anxiété d'abandon puis le degré d'évitement de l'intimité. Et puis ça nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus raffinés, si je peux dire, beaucoup plus précis, en fait. Donc, c'est de cette manière-là. C'était par des questionnaires, finalement, des questionnaires auto-rapportés que les participants ont remplis. Et là, pour les besoins de la présentation, je ne suis pas allée dans le détail de chacun des attachements, là, soit anxieux ou évitants, mais on voyait des différences. Là. Puis on voyait vraiment là, que selon que la personne est une femme ou que je me reprends. On voyait aussi que l'anxiété puis l'évitement, il pouvait avoir un effet différent sur la propre personne et sur son partenaire. C'est-à-dire, juste pour donner un exemple comme ça, puis là, tu sais, c'est pas basé nécessairement sur mes résultats, on pouvait voir qu'une personne, mettons, qui avait beaucoup d'anxiété d'abandon, et ça faisait en sorte que c'est lié au fait que son partenaire, lui, avait plus d'engagement dans les conflits, qui était après ça lié à une plus faible satisfaction conjugale. Donc, il y a beaucoup de détails comme ça que pour le bien de la présentation aujourd'hui. Je ne suis pas allée là-dedans, mais on étudie ça et on développe ça davantage.